Salut Internet, j'ai la patate aujourd'hui. Pourquoi j'ai la patate? Parce que c'est peut-être un de mes sujets préférés de l'année qu'on va traiter. Ça fait des années que je rêve de vous parler d'exposition universelle. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que soit vous savez très bien ce que c'est, soit vous êtes curieux de le découvrir. Et ça, c'est un très bon point. Donc, rapidement, c'est quoi une expo universelle? La réponse est à la fois simple et très compliquée. C'est un événement qui a officiellement lieu depuis le milieu du 19e siècle, qui existe toujours aujourd'hui. La prochaine commence bientôt. Ça réunit un maximum de pays où chacun est là pour mettre en avant sa culture, ses innovations, son savoir-faire, son patrimoine, son influence, sa vision du monde, etc. Perso, il y en a deux qui me passionnent à l'excès. C'est celle de 1889, celle de la Tour Eiffel, et celle de 1900. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une petite face assez sombre qu'on peut pas ignorer sur les expos universelles et dont on va parler aussi aujourd'hui. Sachez aussi que cette vidéo est en partenariat avec N26. Je vous en reparle un petit peu plus tard. C'est parti. Petite mise en bouche pour voir les dingueries dont on va parler aujourd'hui. Ce truc a vraiment existé. Et c'est bien une grande roue en forme de pneu. Elle se trouvait à New York lors de l'exposition universelle de 1964. Et d'ailleurs, je dis exposition universelle, mais il y a aussi les expos internationales et les expos spécialisées. On peut très facilement s'y perdre. Et en anglais, c'est encore pire, ils appellent tout World Fair. Non mais regardez-moi cette liste, comment vous voulez qu'on s'y retrouve? Les expos sont parfois internationales et universelles, parfois elles sont universelles mais elles ont un autre nom, et parfois elles sont juste expos. Et les expos spécialisées peuvent aussi juste s'appeler expo, donc faut pas les confondre. En fait, c'est hyper technique, c'est une question de statut, de durée, de thème, de grandeur, mais heureusement pour nous simplifier la vie et la vôtre pour cette vidéo, on s'est basé sur cette liste officielle du BIE, le Bureau International des Expositions. Oui, ça existe, c'est l'institut qui réglemente tout ça, comme ça au moins on est sûr de pas se tromper. La toute première exposition universelle donc a eu lieu à Londres en 1851. L'une de ses stars, le Crystal Palace, un mastodonte de verre et de métal installé à Hyde Park. 14 000 exposants réunis dans 92 000 mètres carrés. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, si on prend, je sais pas, la pelouse du Stade de France, tenez, on met des petits points là, tac, 8546,30 mètres carrés. Le Crystal Palace mesurait donc environ 10,76 Stade de France. Après l'expo, il a été démonté puis reconstruit au sud de Londres, mais en 1936, un incendie l'a complètement détruit. Et justement, cette première expo de Londres a tellement plu à Napoléon III qu'en 1853, hop, petit décret impérial pour annoncer la tenue de la toute première exposition universelle en France. Elle a eu lieu 2 ans plus tard, en 1855, sur les Champs-Élysées et a attiré quasiment 24 000 exposants, plus de 5 millions de visiteurs et un déficit de près de 8 millions de francs. Alors si mes calculs sont bons, ça représenterait en 2024 plus de 25 millions d'euros. Coup dur là, franchement. Parmi les inventions présentées, une barque en béton armé capable de flotter. Complètement fou ça. Le gars pensait révolutionner le secteur, remplir son carnet de commandes. Dites-vous, la Marine nationale lui a passé justement une commande pour, pas des bateaux, mais une seule bouée installée dans le secteur de Toulon. C'est véridique. Et si je dois citer un seul bâtiment emblématique de l'expo de 1855, c'est certainement le Palais de l'Industrie. Et si vous voulez le visiter, c'est dommage, parce qu'il n'existe plus. Par contre, vous pouvez voir un bout de sa structure métallique dans l'église Notre-Dame du Travail à Paris. Vous connaissiez, vous, ce lieu incroyable ? Bienvenue dans le quartier de l'Eur, à Rome. Eur pour Esposizione Universale di Roma. Et ça fait sens au vu de cette architecture tellement incroyable. Alors, cette expo a été annulée à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais comme vous le voyez, il reste pas mal des constructions prévues qui étaient une ode au régime en place à l'époque. Bonsoir mes petites fripouilles. Doc7 a fait appel à moi, Willy la brocante, pour vous montrer que les expos, c'est pas que des trucs poussiéreux les Jones. Vous pouvez en avoir des bouts dans votre salon. Croyez-moi, je vais tâcher de vous dénicher les meilleurs souvenirs possibles en écumant les sites d'enchères, les sites de collectionneurs, les sites de passionnés. Et je peux déjà vous présenter ce superbe jeu de loi de l'exposition universelle de 1878, adjugé 70 €. On commence bien, une bonne affaire de trouver.
Et d'ailleurs, c'est loin d'être le seul jeu adapté pour une expo universelle. Il y a par exemple les fameuses loteries d'Épinal qui ont aussi eu leur propre version. Pour vous expliquer rapidement, c'était fait par la même boîte qui fait les images d'Épinal, du nom de l'imprimerie qui les fabriquait à Épinal, dans les Vosges. C'était des illustrations qui représentaient des scènes historiques, des contes et plus largement des sujets populaires. Eh bien, une sous-section de cette imprimerie fabriquait les loteries d'Épinal. C'était des espèces de petits jeux avec des cartes à découper pour les enfants et tout. Ça avait l'air très très cool. Eh bien, lors de l'expo de 1878, il y a eu une loterie spécifiquement conçue pour l'événement, à laquelle les enfants pouvaient participer. Alors attention, comme je l'ai dit, c'est juste le nom du jeu, hein, c'était pas une vraie loterie. Pour faire court, tu prenais cette grande affiche, tu découpais les images, tu les mélangeais, tu les piochais, et puis ça te faisait soit perdre, soit gagner. Il y avait des images à éviter, si tu piochais un anglais par exemple, que ce soit un soldat, une façade ou le prince de Galles, tu perdais. Au mieux, tu gagnais rien. Et là, je me dis qu'avec toute la moula que tu pouvais te faire en jouant à ce jeu, il fallait forcément quelqu'un pour t'aider à gérer tout ça. Vous voyez où je veux en venir? Ils auraient eu bien besoin d'une banque comme N26 par exemple. N26, c'est une banque en ligne où vous pouvez ouvrir un compte à partir de 0 € par mois. Vous avez un IBAN français et une carte virtuelle directement sur votre téléphone pour 0 €. C'est pratique, non? Le gros avantage de N26, c'est que vous pouvez payer partout dans le monde sans frais. Ce qui est, ma foi, assez génial, croyez-moi. Surtout si vous vous chauffez à faire toutes les expos universelles de la planète. D'ailleurs, à chaque paiement, votre solde s'actualise en instantané et même dans la monnaie locale du pays où vous vous trouvez. Plus besoin de sortir la calculette pour savoir combien il vous reste, tout est sous contrôle. Que vous soyez en voyage ou juste en train de commander votre énième livraison de sushi. Et si jamais vous avez une question, ma hantise perso c'est le service client, et ben là c'est un bonheur. Le service client est disponible en français 7 jours sur 7, même le dimanche. Autre propriété très très cool, la fonctionnalité espace. Vous pouvez mettre de côté pour vos projets, genre un voyage, une nouvelle console ou vos fameux sushis. Le tout sans mélanger avec votre budget du quotidien. Franchement pratique pour économiser sans s'éparpiller. Et si je vous dis tout ça, c'est que ça peut vous intéresser, car N26 vous offre 20 € pour toute ouverture de compte. Même le compte gratuit, 20 balles comme ça. Et pour en profiter, c'est super simple. Déjà, vous cliquez sur le lien en description ou bien vous scannez le QR code là que je vous affiche. Vous entrez le code DOC7 lors de votre inscription. Vous faites un paiement de 20 € avec votre nouvelle carte N26 ou avec une carte virtuelle. Et voilà, c'est tout. N26 vous reverse 20 € sous 7 jours. Je pense que c'est une des façons les plus simples de gagner 20 €. Bref, si vous cherchez une banque fluide, moderne, sans frais cachés, foncez. Je vous rappelle, 20 € sont offerts lors de votre ouverture de compte N26 avec le code DOC7 en passant par le lien en description. Et attention, l'offre est valable seulement 15 jours à partir de quand? D'aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo. Alors foncez. Et foncez d'autant plus si vous voyez cette vidéo 14 jours après sa sortie, les gars. Quand on se dit qu'il y a eu une exposition universelle en l'an 2000, on peut s'attendre à un événement complètement démesuré pour célébrer dignement la future entrée dans le nouveau millénaire. Eh bien, pas du tout. L'Expo 2000 s'est déroulée à Hanovre, déjà ça fait pas vraiment rêver, et surtout ça a été un énorme échec. Sur les 40 millions de visiteurs attendus, moins de la moitié s'est déplacé. Par contre, on a eu droit à un son officiel de l'Expo composé par Kraftwerk. The 21st century. Arrêtons-nous un instant sur cette photo. Elle a été prise lors de l'exposition universelle de 1937 à Paris. Au fond, impossible de les manquer, on distingue deux bâtiments. À gauche, le pavillon du Troisième Reich et à droite, celui de l'URSS. En face à face comme ça, autant vous dire qu'il y a eu une petite guerre d'ego. Les Allemands ont notamment attendu que le pavillon soviétique soit terminé pour achever le leur en ajoutant une petite dizaine de mètres de hauteur en plus, voilà, afin que leur aigle soit plus haut que l'ouvrier et la kolkhosienne. D'ailleurs, cette sculpture est toujours visible à Moscou, au sommet d'une copie du même bâtiment qu'à l'époque qu'ils ont recréé. La plus grande exposition universelle jamais organisée en termes de fréquentation est celle de Shanghai en 2010, avec plus de 73 millions de visiteurs. C'est comme si toute la population française et panaméenne s'y était rendue ensemble. Attention, jingle. On m'a volé pour une exposition, et puis on m'a gardé par compassion. En plus des souvenirs, tout au long de la vidéo, je vais vous présenter plusieurs objets, plusieurs monuments qui ont été spécialement conçus pour une exposition universelle et qui ont finalement un peu duré dans le temps. Et on commence évidemment avec la plus connue, avec la Tour Eiffel. Lors de son inauguration, le 31 mars 1889, c'était le bâtiment le plus haut du monde.
Il a fallu à peine un peu plus de 2 ans pour l'achever, et je peux vous dire qu'au début, elle a pas fait l'unanimité. Parmi les opposants les plus farouches, il y avait Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, et même Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Ah, c'est sûr, on n'est pas sur le même style. Willy la Brocante de retour pour vous jouer un bon tour. Car puisqu'on parle Tour Eiffel, je voulais vous montrer le genre d'objet souvenir qu'on pouvait acheter à l'époque. Bah une Tour Eiffel déjà, c'est logique. Et aujourd'hui, il faut sortir le chéquier. Sinon, un peu moins cher, j'ai trouvé un puzzle de l'époque. Ou alors, carrément, des rivets de la Tour Eiffel, les tout premiers. 750 € le rivet, c'est une bonne affaire, croyez-moi. Lors de l'exposition universelle Dubaï 2020, reportée en 2022 à cause du Covid, le pavillon du Luxembourg était le seul à disposer d'un toboggan. Le grand-duc, héritier du Luxembourg, Guillaume, a même fait un petit tour dedans. Ce gros truc est une machine à vapeur Corliss, c'est le nom de son inventeur. Elle a été inaugurée et mise en marche par le président américain Ulysses Grant et l'empereur Pedro II du Brésil lors de l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, et c'est grâce à elle que pratiquement tous les équipements de l'exposition ont été alimentés en énergie. Le début du XXe siècle a été très chargé pour la Belgique. Le pays a organisé 3 expos universelles en 8 ans. 1905 à Liège, 1910 à Bruxelles et 1913 à Gand. Et ils ont remis ça en 1935 à Bruxelles et en 1958. C'est d'ailleurs lors de cette dernière qu'a été construit l'Atomium. Melbourne a accueilli l'expo universelle de 1881, c'était une première pour l'hémisphère sud. Et lui, c'est Bob the Railway Dog, une star des chemins de fer de l'époque. Il était très connu dans le milieu, il y a tout un folklore autour de lui, il y a même un poème, et si je vous en parle, c'est parce qu'il a été l'invité de marque de l'expo de Melbourne lors de l'ouverture du chemin de fer entre Petersburg et Broken Hill. Durant l'expo de Paris 1900, de loin ma préférée de tous les temps, les visiteurs ont pu se rendre dans le manoir à l'envers, une attraction où tout était inversé, il y avait des meubles au plafond. Mais c'est pas tout, ils ont également pu emprunter un truc fantastique, le trottoir roulant, qu'on appelait à l'époque rue de l'Avenir. C'était exactement ce que vous imaginez, un circuit de 3,5 km de long qui formait une boucle. Il était présenté comme un moyen de transport révolutionnaire à l'époque, et force est de constater que 125 ans plus tard, pas du tout. Sauf dans le long couloir de la station Montparnasse, vous connaissez les Parisiens. Mais vraiment, en 1900, c'était tellement la star, cette attraction, que des produits dérivés étaient proposés, comme le jeu du trottoir roulant. Bon, là aussi, on est sur une sorte de jeu de loi dont on a parlé un peu plus tôt. Et attention, fallait surtout pas tomber sur la case 12, parce que tu te noyais dans l'aquarium, ou sur la 58, celle du Touareg, qui te faisait redémarrer la partie. Lors de l'expo 70, qui a eu lieu à Osaka en 1970, le groupe japonais Fuji a imaginé un pavillon avec pour thème « Message vers le 21e siècle ». Il a donc construit quelque chose qui leur faisait penser au 21e siècle, la plus grande structure gonflable du monde. 16 tubes de 4 mètres de diamètre et 80 mètres de long ont été assemblés pour former le pavillon. Et c'était solide, il pouvait résister à des vents de plus de 200 km/h. Cette tombe, qui se trouve au cimetière du Père-Lachaise, est celle de Nonaka Motosuke. C'était un marchand japonais qui se rendait à l'exposition universelle de 1867. Pendant son voyage de 2 mois, il a tenu un journal de poèmes, mais malheureusement, à son arrivée, il est décédé. Il y a eu toute une cérémonie et aujourd'hui encore, on peut trouver des haïkus sur sa tombe. En début de vidéo, je vous parlais des nuances à faire entre expo universelle, internationale, spécialisée. Il y en a une autre dont je vous ai pas encore parlé, les expositions coloniales. Voilà, tout est dans le titre. Il s'agissait pour les grands empires de l'époque de mettre à l'honneur leurs colonies. Celle de 1907 par exemple a eu lieu au Bois de Vincennes et 5 villages d'Indochine, du Maroc, de la Tunisie, du Congo et de Madagascar avaient été reconstitués. À l'exposition universelle de Montréal en 1967, les visiteurs ont pu découvrir dans le pavillon tchécoslovaque Kino Automat. Il s'agissait d'un film interactif où le public décidait de la suite de ce qu'ils regardaient. Ils votaient avec un petit bouton là à côté de leur siège et la majorité l'emportait. Concrètement, le projectionniste avait 2 projecteurs synchronisés qui diffusaient les 2 versions. À chaque choix du public, il masquait la version qui avait reçu le moins de votes.
Vous regardez une capture de la première exposition universelle diffusée à la télévision. Il s'agit de l'ouverture de l'expo de New York en 1939. Et pour voir ces images, il fallait posséder un poste de télé déjà. C'est logique, mais pas démocratisé à l'époque. Et surtout, il fallait habiter dans les alentours de New York, parce que ça émettait localement. Dans le 16e arrondissement de Paris se trouve la villa de Beauséjour, une voie à laquelle on peut pas accéder à moins d'être vraiment très riche. Ici se cachent des isbas. Ces maisons traditionnelles russes proviennent du pavillon russe de l'exposition universelle de 1867 qui s'est déroulée à Paris. C'était moins cher pour les gars à l'époque de revendre ces trucs-là sur place plutôt que de les ramener jusqu'en Russie où là-bas, vraiment tout le monde a ses maisons quoi. On m'a volé pour une exposition, et puis on m'a gardé par compassion. La Grande Roue? Mais oui, la toute première Grande Roue a été érigée lors de l'Expo universelle de Chicago en 1893. Et attention les yeux, elle était capable d'accueillir plus de 2000 personnes en même temps. C'est une info que j'ai eu du mal à croire, mais pourtant c'est vrai. 36 nacelles qui pouvaient regrouper 60 personnes chacune. Et le but de tout ça était de concurrencer la Tour Eiffel, bien évidemment, qui avait été érigée 4 ans plus tôt. Alors, on n'est pas là pour fanfaronner, mais qui a été démoli en 1906 et qui est toujours là 136 ans après? Non, je demande juste, je sais pas, voilà, je veux juste savoir. Dites-moi là, je vous entends parler de la Grande Roue de 1893. Eh bien, sachez qu'une affiche la représentant et datant de l'époque a été vendue aux enchères pour plus de 13 500 $ en 2023. Un poil plus que le jeu de loi de tout à l'heure. Ça reste une bonne affaire selon moi. Je vous arrête, il est vrai que la Tour Eiffel aurait dû être démontée, c'était pas le but qu'elle reste comme ça aussi longtemps, mais elle a été sauvée par la science, messieurs dames. Météo, astronomie, physique, études du vent, pose de communication, Gustave Eiffel a démontré à quel point elle était indispensable. Il avait même installé son petit bureau au 3e étage pour faire ses propres observations d'astronomie. Et il y est toujours le man, avec Edison en plus. Avant de rejoindre Liberty Island, la Statue de la Liberté a été exposée à 2 reprises dans des expositions universelles. La première fois, c'était à Philadelphie, en 1876. Une partie de son bras et la torche ont été présentés par Auguste Bartholdi. Et la seconde fois, c'était à l'expo de 1878 de Paris. Voilà, vous voyez sa grosse tête là qui était exposée sur le champ de Mars. Dans les 2 cas, les visiteurs pouvaient monter à l'intérieur. Ça, c'est une image emblématique de Paris 1900. Et ça, là, c'est le globe céleste. 45 mètres de diamètre, perché à 60 mètres au-dessus du niveau du quai. C'était une attraction majeure de l'expo dans laquelle les visiteurs pouvaient admirer des panoramas du système solaire. Elle aurait dû être permanente, mais le 29 avril, la passerelle qui menait à l'attraction s'est effondrée et a provoqué le décès de plusieurs personnes. Du coup, on a préféré démonter l'ensemble. L'Expo universelle de Saint-Louis de 1904 est un cas à part dans l'histoire. Déjà, elle s'est déroulée en même temps que les Jeux Olympiques. Le stade Francis Field, construit pour l'Expo universelle, a été utilisé pour accueillir plusieurs épreuves. Et c'est d'ailleurs là que les plus vieilles images de Jeux Olympiques ont été immortalisées. Mais au-delà de ça, l'Expo de 1904 est surtout connue pour pas mal de gros scandales. Scandale qui m'amène forcément à vous parler des journées anthropologiques. C'est un des événements les plus sombres liés aux expositions universelles et aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Et c'est lui, James Sullivan, qui en est à l'origine. Lui, ce qu'il aime, c'est de prouver que les Blancs sont au-dessus de tout le monde. Il a donc réuni une centaine d'autochtones venant d'Amérique, d'Asie, d'Afrique. Ils étaient présents à l'Expo universelle et il les a fait s'affronter lors d'olympiades très particulières, où le seul but était de prouver la supériorité blanche, selon lui. Et Sullivan, on le retrouve aussi dans l'affaire du marathon de 1904. 32 participants au départ, 14 à l'arrivée, 40 km à parcourir sous une chaleur extrême, un seul ravitaillement en eau qui vous rendait malade en plus, des routes pas adaptées qui provoquaient de gros nuages de poussière, des participants qui pour la plupart n'avaient jamais fait de marathon. Alors entre hémorragie interne, triche, parce qu'avant d'être disqualifié, le premier gagnant avait fait une partie de la course en voiture. Coup de chaleur, prise de substances, attaque de chiens. Non, vraiment, le marathon de 1904 est considéré comme un des plus scandaleux de l'histoire. Faudrait que je vous en parle plus longuement, il y a tellement de choses à dire dessus. Bon, mais à part tout ça, c'est aussi lors de cette expo que le public de masse a pu découvrir la barbe à papa, le hamburger, le beurre de cacahuète ou encore le Dr Pepper.
Miyaku? Non, je ne deviens pas fou, c'est juste le nom de la mascotte officielle de l'expo d'Osaka. Regardez-le avec sa petite bedaine là et son œil sur les fesses. D'après son profil, on peut lire qu'il s'agit d'une source d'eau sympathique, mais pas taude. Elle aime les gens et elle peut localiser les arcs-en-ciel. Bah parfait ça, c'est hyper cool. On m'a voulu pour une exposition, et puis on m'a gardé par compassion. The Space Needle est le monument emblématique de Seattle et il a été construit à l'occasion de l'Expo universelle de 62. La volonté des organisateurs était d'avoir un restaurant dans le ciel et il a été achevé en 400 jours. Je sais pas si on se rend compte du travail abattu. Je vous le disais tout à l'heure, savoir laquelle est une expo universelle et laquelle ne l'est pas, laquelle est juste une expo internationale, vraiment c'est compliqué. Eh bien en 1915, San Francisco a organisé une expo universelle qui s'appelait Exposition internationale de Panama Pacific. On est à San Francisco. Non mais si plus personne ne fait d'efforts à un moment, comment vous voulez qu'on bosse correctement? Cette expo commémorait l'inauguration du canal de Panama, mais aussi la construction de la ville de San Francisco en 1776, ainsi que sa reconstruction après le séisme de 1906. L'Expo universelle de Chicago de 1933 est aussi connue sous le nom de A Century of Progress Exposition. Comprenez l'exposition du siècle du progrès. Donc voilà, on est sur de la bonne grosse innovation. On pouvait voir un ascenseur de voitures, des voitures dernier cri ou encore des trains aérodynamiques. Et une des attractions les plus populaires de l'événement n'a rien à voir avec la technologie. Il s'agissait de la danse des éventails de la danseuse burlesque Sally Rand. Ça, c'est son arrivée à l'exposition universelle. Autant vous dire qu'elle a fait sensation, hein. On était en 1933 quand même. Cette sphère incroyable, c'est le pavillon des États-Unis lors de l'Expo universelle de Montréal en 1967. À l'intérieur, on déambulait au milieu d'un paysage lunaire et de vaisseaux spatiaux. On était 2 ans avant le premier pas sur la Lune. En 1976, la sphère a pris feu et finalement, dans les années 90, le lieu est devenu un musée de l'environnement. Et d'ailleurs, la sphère se trouve sur l'île Sainte-Hélène qui a été agrandie pour l'expo. Et pareil, juste en face, là, regardez sur la carte, on a l'île Notre-Dame qui, elle, est totalement artificielle. Elle a spécialement été construite pour l'expo 67. Des millions de tonnes de terre et de roches ont été utilisées et provenaient des travaux d'excavation du métro de Montréal. Pour 85 €, vous pouvez vous procurer un plan de l'exposition universelle de Paris de 1878. C'est la date de naissance de ma femme. Je repasserai sur l'annonce dans quelques jours pour voir si c'est encore à vendre et si l'un de vous se motive, qu'il m'envoie la photo sur votre outil de jeune là. Instagram, je crois que je peux y accéder avec mon Minitel. Même les expos universelles possèdent leurs propres légendes urbaines. On raconte par exemple que Gustave Eiffel avait d'abord proposé sa tour à l'exposition universelle de Barcelone, qui a eu lieu en 1888, un an avant celle de Paris. Mais son projet aurait été rejeté, C'est complètement faux. Par contre, il y a bien eu un ingénieur français qui a travaillé pour l'expo de Barcelone sur un projet de tour haute de plus de 200 mètres, mais ça s'est pas concrétisé. Et parmi les vestiges de cette exposition, il reste le château des Trois Dragons, qui était à l'époque un café-restaurant et qui accueille aujourd'hui une partie du musée des sciences naturelles de la ville. Puis c'est pas tout, hein, il reste d'autres choses. On peut par exemple citer la colonne Christophe Colomb, qui rend hommage à Christophe Colomb et qui se trouve au bout de la Rambla, côté mer. Lors de l'expo de Dubaï, la toute dernière en date, l'Italie a exposé une réplique 3D et grandeur nature du David de Michel-Ange. Comme vous le voyez, la mise en scène a fait que le grand public pouvait uniquement observer la tête et le buste de la sculpture. Certains ont crié à la censure, mais les organisateurs ont assuré que le but était artistique. C'est de l'art! C'était pour que le public puisse regarder David dans les yeux, sans être trop distrait par d'autres parties de son anatomie. Mais vous inquiétez pas, le bas du corps était aussi accessible, mais seulement aux visiteurs VIP. Eux, ils ont pu en prendre plein la vue. Pour ceux qui ont lu le manga 20th Century Boys, vous allez sûrement avoir la ref, perso je l'ai pas du tout. Voici Taiyo Noto, la tour du soleil. C'est une sculpture très célèbre à Osaka qui marque l'endroit où s'est tenue l'exposition universelle de 1970. Elle est composée de 3 visages qui représentent chacun... Et à l'occasion de la promotion d'un film adapté de ce manga, la tour a été transformée pour correspondre à son double fictif.
Des films en 360 lors de l'Expo universelle de Paris 1900. Ça a existé, ça s'appelait le cinéorama et ça aurait été victime de son succès. En même temps, c'est une révolution pour l'époque. Regardez comment c'était fait. Sauf que d'après son créateur, il y aurait eu tellement de monde que pour des raisons de sécurité, ils ont été contraints de fermer l'attraction. Alors, aujourd'hui, il semblerait que ce soit pas vraiment ça. Certains avancent plutôt l'hypothèse de gros problèmes techniques. Ça marchait pas beaucoup. On m'a volé pour une exposition, et puis on m'a gardé par compassion. La machine à rayon X a été exposée pour la toute première fois lors de l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Et c'est pas tout, on pouvait aussi payer pour observer des bébés dans des couveuses. Pour le coup, c'était pas la première fois, les couveuses ça existait déjà depuis un petit moment, mais c'était assez peu utilisé, donc ça a permis de populariser ce procédé. Je reviens un instant sur les expositions coloniales, parce que la France en a organisé beaucoup. Voici l'ancien pavillon du Togo et du Cameroun, installé lors de l'expo coloniale de 1931 à Paris. Et il n'a pas changé de place. Il se trouve toujours au même endroit, au bois de Vincennes, et accueille aujourd'hui, tenez-vous bien, un centre bouddhiste, les gars, dans lequel se trouve le plus grand Bouddha d'Europe en plus. Ah, vous vous y attendiez pas, hein? Je suis pas certain qu'à l'époque, il s'imaginait que ça servirait à ça 100 ans plus tard. L'Expo universelle de 1862 a eu lieu à Londres et a été marquée par un tournoi d'échecs gagné par l'Allemand Adolf Anderssen. À cette époque, les parties n'avaient pas de limite de temps, donc ça pouvait être très long, comme cette phrase. Eh bien, lors de ce tournoi, c'est la première fois qu'on a imposé une limite de temps. Tous les joueurs avaient 2 heures maximum pour jouer 24 coups, parce qu'il faut pas déconner, hein. T'as droit à 12 coups par heure, c'est 5 minutes par coup, quoi. C'est quand même long en vrai, non ? Regardez-moi ce mastodonte. Depuis tout à l'heure, je vous parle de pays, mais les entreprises ont aussi eu droit à leur propre pavillon. Celui-ci, c'est celui de la compagnie Schneider, spécialisée dans la sidérurgie, la mécanique, la construction de ponts, de chemins de fer, de matériel de guerre. C'est un truc de bonhomme, d'accord ? Vous avez vu ces canons là au sommet du bâtiment ? Et là, à l'intérieur, tellement dommage qu'il ait été démonté. Et d'ailleurs, à l'occasion de son inauguration, voici le dîner offert par la société. Au menu, de la grosse régalade, hein, à base de cuisseaux de marcassin, de poularde, de canetons rôtis à la rouennaise, ou encore de la langue glacée. Incroyable, ça a l'air vraiment très très bon. On savait vraiment se faire plaisir à l'époque. On dirait pas comme ça, au bord de cette voie rapide, mais on est devant un lieu très insolite. On se trouve dans la banlieue de Séville, déjà, au sud de la ville, à un endroit surnommé par la population le cimetière Kuro, à cause de ce drôle d'oiseau prénommé Kuro. C'était la mascotte de l'exposition de Séville en 1992, et il y en a plein de stockés dans ce magasin d'antiquités qui, soit dit en passant, excusez-moi, il a l'air fou, c'est quoi ces dinosaures? Moi je les veux dans mon jardin maintenant. Henri Duhamel est un alpiniste français qui, en 1878, s'est rendu à l'exposition universelle de Paris dans l'optique de trouver des raquettes à neige. Et puis, il est passé devant le pavillon de la Norvège et est tombé sur des planches longues et étroites, des skis. C'est surprenant, mais les skis c'était très connu à l'époque dans les pays nordiques, mais c'était une totale nouveauté ailleurs. Et c'est d'ailleurs Henri qui a fondé le premier ski club de France, quelques années plus tard, en 1895. Lors de l'Expo 2015 à Milan, les Français et les Italiens se sont alliés pour battre le record du monde de la plus longue baguette. Plus de 120 mètres de pain qui ont fini coupés en deux et badigeonnés de Nutella. Oh là 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 là, Willy la brocante est de retour. J'ai surfé sur le haut débit et je vous ai trouvé une hachette en verre. Elle date de l'expo de 1893 et il y a la tête de George Washington dessus. Je me suis donc tâté, mais bon, je vais pas la prendre. Il y a des reproductions qui circulent, on n'est jamais trop prudent. Combien ça coûtait d'aller à une expo universelle au tout début? Non, parce que celle à notre époque, voilà, il y a des sites internet, on peut voir et tout, on peut acheter des billets, mais avant, est-ce que toutes les bourses pouvaient s'y rendre? Eh bien, regardons la toute première en France. En 1855, les tarifs variaient selon les jours. 1 franc du lundi au jeudi, 5 francs le vendredi, 50 centimes le samedi et 20 centimes le dimanche. Et en plus, plusieurs milliers d'entrées gratuites ont également été distribuées.
On se trouve avenue Pierre Dupuis à Montréal et tous ces logements-là ont été construits dans le cadre de l'Expo universelle de 1967 pour montrer les progrès architecturaux de l'époque. Cet ensemble est connu sous le nom d'Habitat 67. On dirait des Legos imbriqués les uns dans les autres. On est loin des expos du 19e siècle. Là, on sent qu'on a passé un petit cap dans l'esthétisme. Et vous me connaissez, par curiosité, j'ai regardé un petit peu les prix. Bon, ouais, un appart normal, c'est bien aussi, hein. Nouvelle info folle concernant l'expo de Saint-Louis, la plus controversée de l'histoire. Geronimo, le chef et guerrier Apache Chiricahua, qui a résisté à la colonisation mexicaine et américaine, était présent à l'expo en tant que visiteur, mais aussi en tant qu'attraction. Il en parle dans ses mémoires. Et non, vous ne regardez pas le nouveau présentateur des chiffres et des lettres. Le compte est bon. Il s'agit d'une photo de Beautiful Jim Kay. Un cheval qui était, dit-on, capable de lire, écrire, compter et même rendre la monnaie. Il a été une des attractions les plus populaires de l'expo de 1904. Après, est-ce qu'il a croisé Geronimo? Ça, je sais pas. 1873. On est au FES 60 et je vous ai pas encore parlé de l'expo de Vienne. Elle a accueilli à l'époque la plus grande coupole du monde, considérée au choix comme la 8e merveille du monde ou une cloche à fromage. Elle était 2 fois plus vaste que celle de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Les expos ont accueilli au fil des éditions plusieurs pavillons de pays ou de territoires qui n'existent plus aujourd'hui. On peut citer par exemple les États pontificaux, dont j'ai peut-être acheté la notice sur les produits des États pontificaux à l'exposition universelle de 1855. Ou encore le royaume d'Hawaï, dont le pavillon de 1889 se trouve juste là, à la Garenne-Colombe. C'est devenu une habitation privée, et c'est que bien plus tard que des passionnés ont fait le lien et ont redécouvert l'endroit entre guillemets. Mais au-delà des pavillons de pays, on l'a vu, les expos universelles accueillent aussi des pavillons indépendants, d'entreprises par exemple, qui veulent mettre en avant leur savoir-faire. En 1970, une marque de lingerie et un fabricant de machines à coudre et d'électroménager s'étaient associés pour faire un pavillon sur le thème de l'amour, et dans lequel on célébrait des mariages 2 fois par semaine. Bon, autant l'amour, la lingerie, j'ai saisi, je sais pas trop ce que vient faire l'électroménager là-dedans. Parmi les objets les plus étranges, j'ai trouvé un mémorabilia incroyable. Vous ne connaissiez pas ce mot, les jeunes. Apprends tous les jours avec Willy la brocante. Cette chose donc vient de l'expo de 1933 de Chicago, qui était surnommée, je le rappelle, le siècle du progrès. On pouvait acheter un pot de chambre et des toilettes en céramique. J'ai été déçu de ne trouver aucune enchère. Et puis, le Saint Graal, un cendrier en pot de chambre et toilette de 1933. Punaise, dommage que je ne fume que la pipe. Sur la colline de Montjuïc, à Barcelone, se trouve un théâtre grec antique. Mais attention, il date pas du tout de l'Antiquité, c'est un théâtre grec antique moderne, qui a été bâti pour l'Expo universelle de Barcelone de 1929. Quelques années plus tôt, 1906, voici l'affiche de l'exposition universelle de Milan. Elle rend hommage à l'ouverture du tunnel du Simplon, dont la construction a été achevée en 1906 justement. Il a permis de relier directement Milan et Paris. La Ruche est une cité d'artistes qui a été construite en 1902 à partir d'éléments récupérés de l'Expo universelle de Paris 1900. On y trouve entre autres des cariatides du pavillon de l'Indonésie et la structure du kiosque des vins du Médoc, qui a servi pour faire le toit du bâtiment. Le tout premier film en IMAX a été projeté en avant-première à l'exposition universelle de 1970 à Osaka, au Japon. Il s'appelait Tiger Child et faisait 17 minutes. Je trouve ça génial de pouvoir voir ces images d'archives et de se dire que depuis, ce sont des centaines et des centaines de salles qui permettent de voir du cinéma dans ces conditions grandioses. Je vous ai parlé déjà un petit peu de scandale dans ce 77, mais je vous ai pas encore parlé de l'exposition universelle de Bruxelles en 1897. Sa petite particularité, c'est qu'il y avait 2 sites, et l'un d'entre eux a accueilli une section coloniale dans laquelle, on le voit sur ce plan, des villages congolais ont été reconstitués. Plus de 250 Congolais ont été amenés de force pour les occuper. Plusieurs d'entre eux sont décédés pendant l'exposition et leurs sépultures sont visibles dans la cour de l'église Saint-Jean l'Évangéliste de Tervuren.
L'expo de 1889 à Paris a accueilli le Wild West Show, le spectacle mythique de Buffalo Bill. Et ça a été un énorme événement, je pense qu'on se rend même pas compte. En même temps, le gars s'est ramené à Paris avec pas moins de 180 chevaux, une vingtaine de bisons, des élans, des bœufs, des ânes, des cerfs. Chaque jour, son show attirait jusqu'à 30 000 spectateurs et des milliers de refusés à chaque fois. L'expo 2005, qui a eu lieu à Aichi, au Japon, avait l'air d'être une dinguerie. Robots qui fait de la trompette, robots qui dansent, ou qui font des arts martiaux, je sais pas trop, robots creepy, spectacle chelou avec des voitures du futur, c'était robotique comme expo. Est-ce que vous saviez qu'en 1949, Haïti a accueilli une expo universelle? Elle célébrait le bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince. Et c'est très frustrant, parce que c'est compliqué de vous trouver des images. Il y a bien cette jolie carte, une vue d'artiste, quelques vidéos de l'époque, mais plus beaucoup de traces de nos jours, et c'est bien dommage. J'ai cherché par exemple en vain une photo de la chapelle offerte à l'époque par la délégation du Vatican, mais impossible. J'ai juste trouvé ce petit croquis, voilà. Mais en échange, un petit film très rapide où on voit le panneau du pavillon du Venezuela. S'il y a des abonnés haïtiens qui savent où trouver des images de cette expo, contactez-moi sur Insta, je suis preneur. On m'a voulu pour une exposition, et puis on m'a gardé par compassion. Et pour notre dernier objet, direction l'expo de New York en 1964, qui a présenté la Ford Mustang 1965, voiture emblématique. L'événement a eu lieu le 13 avril 1964 au pavillon Ford. La voiture a été mise en vente 4 jours plus tard et ça a été un tel succès. 22 000 ventes rien que le week-end d'ouverture. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'exposition universelle de Liège, qui a eu lieu en 1905, a reconstitué le quartier du Vieux-Liège. 4 hectares aménagés d'une centaine de maisons et plusieurs monuments, dont la tour de l'ancienne cathédrale de Liège. Le thème officiel du pavillon français lors de l'expo d'Osaka, qui arrive là, sera l'hymne à l'amour. Et justement, la France déclare son amour au Japon, car à l'intérieur, on pourra admirer une tapisserie d'Aubusson. C'est un art textile traditionnel français, qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO d'ailleurs, et qui représentera un paysage issu du film Princesse Mononoke. Ceci est une épingle en forme de cornichon Heinz. Oui, le même Heinz du ketchup. Le gars participait à l'expo universelle de 1893 à Chicago et il était dégoûté de l'emplacement de son stand, situé au 2e étage d'un bâtiment avec peu de passages. Il a donc promis un cadeau gratuit, cette fameuse épingle, à quiconque visitera son stand. Un article du New York Times de l'époque a raconté qu'il y avait tellement de monde autour du stand que le sol s'est carrément affaissé. Très bon en marketing, le monsieur. Faire une vidéo sur les expos universelles, c'est tomber sur des milliers d'images incroyables. Parmi elles, ce plan et surtout cette île. Il s'agit de l'île aux cygnes, qu'on oublie un petit peu trop d'ailleurs à Paris. Et c'est là qu'a été créé le centre des colonies lors de l'expo de Paris de 1937. Je suis ensuite tombé sur cette vidéo où on voit pas mal de ces pavillons sur cette île. C'est vachement surprenant parce que à notre époque, il y a absolument rien, il n'y a pas de bâtiment sur cette île. Il y a la petite version de la Statue de la Liberté, mais pas grand chose d'autre. Et en plus, parmi toutes les photos d'archives que j'ai consultées, je suis tombé sur ces deux-là. Elles proviennent du pavillon de la Martinique et m'ont vachement interpellé parce qu'on y voit des bananes. Et en fait, pour cette vidéo, pendant longtemps, j'ai cherché des photos de l'expo de 1900, qui était aussi à Paris, où on pouvait voir des bananes. Tout simplement parce que c'est elle qui a popularisé ce fruit en France. Dites-vous, en 1897, il y avait 5000 régimes qui étaient importés dans le pays, on en trouvait vite fait dans quelques magasins. Dès 1901, il y en avait 50 000. En 1902, il y en a 150 000. En 1904, 250 000. Et puis alors, ça grimpe à une vitesse. En 1910, il y a presque 18 000 tonnes. En 1924, on est à 60 000 tonnes et jusqu'à 220 000 tonnes en 1938, donc un an après ces deux photos. C'est beaucoup, mais pour autant, c'est pas un fruit que monsieur et madame tout le monde consomment tous les jours. Donc ce stand a permis aux Parisiens de passage de peut-être découvrir ce fruit. Pour ce dernier fait, je vous ai combiné deux passions de votre Doc 7, les expos universelles et la Guyane. En 1900, il y a eu un pavillon de la Guyane au parc du Trocadéro. Et, mieux encore que des photos, une femme a été enregistrée en train de chanter en créole dans les alentours du pavillon.
C'était très exotique pour l'époque. Oups, la boulette. Sachant, grâce à ce plan, qu'il se trouve juste à côté des pavillons de la Martinique et de la Guadeloupe, on a carrément un moment de vie immortalisé là, je trouve ça fou. Et aussi génial, cette carte postale du pavillon d'époque en vente. Oh, je crois que je vais craquer là. Depuis tout à l'heure, je vous montre des folies sur mon Minitel. Est-ce qu'il n'est pas enfin temps que je m'achète moi aussi un petit bout du passé? Je l'ai fait. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait des années que je cherche une façon de vous parler de ce sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit. J'ai adoré vous faire cette vidéo, me plonger dans toutes ces histoires. Je vous cache pas qu'il y a plus d'une vingtaine de faits que j'ai pas pu mettre dans la vidéo parce que je m'appelle Doc7 et pas Doc9. Alors, si une partie 2 vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera fait avec plaisir. Merci encore à N26 pour le partenariat. N'oubliez pas les gars, 20 € sont offerts lors de votre ouverture de compte avec le code Doc7 uniquement en passant par le lien en description. Ce serait bête de passer à côté quand même. Bon allez, je vous souhaite un bon dimanche. Salut Internet.